Merci de choisir Robin Info TV, mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre cette édition d'actualité. Réunie en séance du Conseil de sécurité, l'ONU a été le théâtre d'une vive passe d'armes diplomatiques. Washington a haussé le ton contre Kigali, exigeant le retrait de ses forces et mettant également la pression sur Kinshasa pour neutraliser les FDLR. Une inquiétude grandissante face à une situation toujours aussi volatile. Plus d'explications dans cet élément. La tension diplomatique autour de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo s'est intensifiée mercredi lors de la 10136e séance du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis ont exprimé une vive déception à l'égard du Rwanda, accusé d'alimenter l'instabilité dans la région, tout en appelant à un retrait immédiat de ses forces du territoire congolais. Washington a également adressé un message clair à Kinshasa, exigeant la neutralisation sans délai des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, un groupe armé actif dans l'est du pays. Les autorités américaines ont averti que des sanctions pourraient viser tout acteur entravant les processus de paix en cours. Dans ces contextes, autant dit, la France a réaffirmé avec fermeté un principe qu'elle juge non négociable, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Une position qui s'inscrit dans la ligne d'une communauté internationale de plus en plus préoccupée par l'enlisement du conflit. Le Royaume-Uni, pour sa part, a élargi les débats en pointant les atteintes aux libertés politiques et civiques dans certaines zones des Grands Lacs. Londres a dénoncé des arrestations arbitraires et la détention des membres de l'opposition dans plusieurs États de la région, appelant à un climat politique plus ouvert et respectueux des droits fondamentaux. Face aux accusations, le Rwanda s'est défendu par la voix de son représentant adjoint, Robert Kayinamura. Celui-ci a dénoncé une montée des discours de haine et de violence ciblant les communautés rwandophones en RDC, en particulier les Banyamulenge, souvent considérés comme des étrangers. Selon Kigali, ces dérives compromettent les efforts de paix régionaux et traduisent une application sélective des engagements pris dans le cadre des accords de coopération régionale. La riposte congolaise ne s'est pas fait attendre. L'ambassadeur Zeno Mukongongai a rejeté les justifications sécuritaires avancées par le Rwanda, les qualifiant d'infondées. Dans une déclaration incisive, il a ironisé sur la capacité de Kigali à prétendre protéger les nombreuses communautés congolaises tout en accusant le Rwanda de poursuivre les intérêts économiques. Kinshasa pointe notamment les exportations rwandaises des minéraux critiques qu'elle considère comme la preuve d'une exploitation illégale des ressources congolaises. Cette nouvelle passe d'armes diplomatiques illustre la profondeur des divergences entre les deux pays sur fond des conflits persistants dans l'est de la RDC. Malgré les appels répétés à la désescalade, la situation reste volatile et les perspectives de paix durable demeurent incertaines. Dans ce même registre, les États-Unis ont salué les avancées dans le processus de Doha sur la crise dans l'est de la RDC. Réunis en Suisse en Montreux, le délégué de Kinshasa et de l'AFSA en 23 poursuivent des discussions jugées décisives avec en ligne des mires un accord entendu dans quelques heures. Washington, désormais impliqué comme médiateur, rend hommage au rôle du Qatar qu'il considère comme un acteur clé dans la facilitation du dialogue. Les pourparlers de Doha se poursuivent à Montreux en Suisse. Des avancées significatives tombent à compte-gouttes dans des rudes discussions qui sont censées se clôturer ce 16 avril selon plusieurs sources. Après avoir raflé des délégations de Kinshasa et l'AFCM 23 la signature de l'accord sur l'élargissement du mécanisme de suivi et monitoring, impliquant désormais la présence de la rébellion, le Qatar n'a pas échappé aux congratulations des États-Unis d'Amérique qui sont passés de simples observateurs à médiateurs dans les processus de Doha. Tammy Brice, représentatrice adjointe des États-Unis auprès des Nations Unies, n'a pas tari d'éloge à l'État du Qatar qui ne ménage aucun effort pour aboutir à un accord définitif entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Le peuple américain souhaite également exprimer sa gratitude au Qatar pour son rôle dans la mise en œuvre du cadre de Doha. Cette voie complémentaire, axée sur un dialogue direct
directe entre les gouvernements de la RDC et les groupes armés M23 est essentielle pour s'attaquer aux causes immédiates de la violence. Nous remercions la Suisse d'avoir accepté d'accueillir cette nouvelle série de pourparlers qui sont actuellement en cours, a-t-elle reconnu lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation dans la région des Grands Lacs. Cette diplomate américaine basée aux Nations Unies a par ailleurs avoué que son pays compte pleinement sur la mise en œuvre intégrale et rapide de tous les éléments de l'accord pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Tammy Brice a également reconnu l'implication de l'Union africaine dans la recherche active de la solution diplomatique au conflit à l'Est de la République démocratique du Congo. Le travail de l'Union africaine, articulé autour du groupe des facilitateurs sous l'égide du président togolais, est crucial pour la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Cette prise de parole américaine survient au moment où les représentants de l'AFC M23 et ceux du gouvernement congolais poursuivent le 9e round du processus de Doha dans l'espoir d'aboutir à certaines avancées, notamment la réouverture de l'aéroport de Goma à des fins humanitaires. À l'occasion de l'émission de l'Eurobond congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi salue le retour de la crédibilité de la RDC sur le marché financier international. Lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu mercredi, il a appelé à une gestion rigoureuse et responsable des ressources mobilisées. Les précisions avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. De la communication du président de la République a porté sur l'entrée historique de la République démocratique du Congo sur les marchés financiers et l'exigence de transformation économique. À ces sujets, le président de la République a tenu à saluer avec satisfaction une étape que l'histoire économique de notre pays retiendra, la réussite de la toute première émission d'Eurobond par la République démocratique du Congo. Il a félicité le gouvernement ainsi que l'ensemble des équipes, particulièrement le ministre des Finances, qui ont conduit cette opération avec méthode, constance et discipline, ouvrant ainsi à notre pays, dans un environnement international incertain, les portes d'un espace où seuls accèdent les États dont la parole financière inspire crédibilité et confiance. Car en vérité, ce que les marchés ont souscrit, ce n'est pas seulement une obligation financière, mais une promesse, celle d'un État gouverné avec un ordre, prévoyance et responsabilité. Historique moins par son montant de 1,25 milliard de dollars américains que par ce qu'elle consacre l'entrée de la République démocratique du Congo dans les cercles exigeants des nations qui se financent sous les regards de marchés internationaux. Cette émission souscrite plus de 4 fois traduit une avance de confiance. Le président de la République a insisté dès lors sur un impératif non négociable, la mise en place d'une capacité de remboursement crédible et anticipée. Des provisions annuelles devront être constituées avec rigueur et une gestion transparente de ressources mobilisées devra être assurée afin que chaque dollar engagé contribue directement ou indirectement à générer les moyens de son propre remboursement. La dette ne soutenable que lorsqu'elle finance la création des richesses, ces ressources ne constituent pas une marge de manœuvre politique, elles sont une obligation des résultats. Elles devront être orientées exclusivement vers des projets structurants, bancables, capables de transformer durablement notre économie, d'organiser notre territoire et d'améliorer les conditions de vie de nos populations, a-t-il insisté, et de marteler les investissements envisagés, infrastructures routières, modernisation aéroportuaire, énergie, formation professionnelle et connectivité des territoires ne doivent pas rester des intentions administratives, ils doivent devenir des réalisations visibles, mesurables et incontestables. À cet effet, le président de la République a engagé la première ministre à mettre en place une commission interinstitutionnelle chargée d'assurer les suivis rigoureux de l'exécution de ces investissements. Cette commission comprendra notamment les ministères en charge du plan des finances et des secteurs concernés, ainsi que les représentants de son cabinet. Le ministre des Finances a été, lui, instruit de garantir une traçabilité irréprochable des ressources mobilisées et de mettre en place un dispositif de suivi structuré, accessible et opposable dans le cadre de la dite commission. Enfin, le président de la République a exigé des institutions de contrôle une surveillance rigoureuse et continue. L'inspection générale des finances évaluera annuellement
la conformité de l'exécution du programme d'investissement aux lois de la République et aux meilleures pratiques, tandis que la Cour de compte présentera au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cet emprunt autorisé par la loi des finances. Car, a-t-il précisé, la confiance des investisseurs ne se décrète pas, elle s'est construite dans la durée par des preuves tangibles, des disciplines et des résultats. À ce titre, le gouvernement présentera trimestriellement au Conseil des ministres un rapport structuré et vérifiable, validé par la commission précitée, portant sur les niveaux d'engagement de fonds, l'état d'exécution physique de projets, les résultats observables sur le terrain, ainsi que les écarts constatés et les mesures correctives engagées. Au deuxième chapitre. Nouvel élan au sein de la jeunesse politique du parti Ensemble pour la République. À peine installée, la nouvelle coordination nationale conduite par M. Papi Mbaki a entamé une série de visites de courtoisie auprès des cadres du parti, notamment le secrétaire général Dieudonné Boulenguetengue. Objectif, s'imprégner des orientations stratégiques et renforcer la dynamique du parti. Les détails de ce reportage. Après leur nomination comme le membre de la coordination nationale de la jeunesse de Ensemble pour la République par le président de ces partis politiques, Moïse Katumbi Chapwe, la nouvelle équipe conduite par son coordonnateur, Maître Papi Mbaki Ndombele, a été reçue tour à tour par les secrétaires généraux de Ensemble pour la République, l'honorable Dieudonné Boulenguetengue, ensuite par le doyen du parti, Kumbu Kumbel, et enfin par le coordonnateur provincial ville de Kinshasa de la même organisation politique, l'honorable Mike Mukeba Nkoso. Lors de l'audience accordée à ces nouveaux membres de la coordination nationale de la jeunesse, l'honorable Boulenguetengue a insisté sur l'unité et la cohésion au sein de nouveaux promis dans la jeunesse. La première chose que je vous dis au nom du président, au nom des organes dirigeants du parti en général, au nom du secrétariat général en particulier, la première chose que je vous dis, c'est vous féliciter pour avoir été choisi, désigné, nommé dans l'équipe de coordination nationale de la Ligue des jeunes d'Ensemble pour la République. C'est à la fois une distinction et une élévation, c'est un signe de confiance aussi. J'ai parlé du travail en équipe, jouer les collectifs avec respect, discipline et solidarité. La troisième chose que je vous demanderai d'observer, c'est de travailler comme des personnes instruites, c'est-à-dire des personnes averties. Et pour ce faire, il faut savoir vous mirer dans les textes. Il y a des textes qui nous régissent. On peut ne pas les interpréter facilement de la même manière. Nous sommes tous ensemble. À son tour, en sa qualité de coordonnateur, Maître Papi Mbaki motive le but de leur démarche auprès du secrétaire général et expose les premières priorités de leur mandat. Nous vous remercions pour nous avoir proposé à ces fonctions parce que, comme vous l'avez dit, nous étions nombreux, nous sommes nombreux dans les partis des jeunes, mais il a plu à votre autorité de nous proposer auprès du président national. Bien avant entériné, il y a eu aussi l'avis du directoire national et nous avons été nommés. Je crois que c'est une lourde tâche. Nous allons faire de nos mieux pour donner des résultats escomptés, attendus par le parti, par le président et par vous autres, les autorités du parti. Signalons que le 14 avril, la journée d'audience accordée a coïncidé avec la date de naissance du coordonnateur national Papi Mbaki. À cet effet, un gâteau d'anniversaire surprise lui a été offert par l'équipe de la coordination nationale de la jeunesse. Dans le Haut-Katanga, les autorités provinciales appellent à la vigilance face aux menaces sécuritaires persistantes. En mission à Mitoba Centre, le gouverneur intérimaire Martin Kasembe a exhorté la population à se désolidariser des groupes armés, notamment les miliciens Maïmaï Bakata Katanga, tout en saluant une accalmie observée dans la zone. Reportage. Le calme est désormais revenu à Mitoba Centre après les attaques perpétrées dans les villages Nkonga et Lusinga par des mouvements insurrectionnels. Une accalmie rendue possible grâce à l'implication du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kasembe Choula.
et les services de sécurité. Dans le but de consolider cette stabilité retrouvée, l'autorité provinciale s'est rendue ce mercredi dans cette cité pour sensibiliser la population à ne pas céder à la manipulation des ennemis de la paix. À cette occasion, Martin Kazembe Choula a appelé ses administrés à s'aligner tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de plusieurs projets de développement dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Martin Kazembe Choula a également exhorté la jeunesse à ne pas adhérer aux mouvements insurrectionnels. Il a invité les chefs coutumiers à plus de vigilance ainsi qu'à la dénonciation de tout mouvement suspect. Sur le plan éducatif, l'autorité provinciale a encouragé les élèves à redoubler d'efforts à l'examen d'État 2026 afin de bénéficier de la bourse Excellence Yawantanchi parrainée par la fondation Lona de la première dame, Denise Tekeru Tshisekedi. Tunakuya hapa baba président de la République anatutuma pour que tukue tumitembelee ni mukadre sécuritaire. Ya kwanza na nipolesha kwa magumu yenyewe ilinipata juu ya maneno ilipitikana umu. Bale ba aventurier balikuwa kuseme terreur hapa kwetu netu hapa, na bale bantu najua ni batu banatoka mafashi ngini, surtout mwe batoto ya sheferi ya Kionangoi, bandugu yangu bazee bashimi influence ataka loko bashiko kumionesha hii bulongo ni bulongo ya bankambo yenu, njo tulibere njo tufanye katanga ikalake. Epi ni muntu eko na flesh eko kama na mupanga atalibere je mugini na ile flesh na mpanga. Alors napenda ninionesha hiki na ukweli, ne vous laissez pas dribbler. Au Katanga haina plein de jeux hapana, haina terrain d'essai. Dans la soirée, les patrons de la province s'est entretenu avec le représentant de la société civile ainsi que les chefs traditionnels des Mitoaba. Ces échanges ont précédé la tenue du Conseil provincial de sécurité élargi à l'administrateur du territoire. Le projet de construction du pont de Lobito franchit une nouvelle étape. La gouverneure du Lualaba a échangé avec une délégation de femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo venues de Kinshasa autour des enjeux et opportunités liées à cette infrastructure stratégique. Les détails dans ce reportage. De la construction du pont de Lobito a fait l'objet d'une séance de travail entre la gouverneure du Lualaba et une délégation venue de Kinshasa constituée de femmes de la Fédération des entreprises du Congo FEC, conduite par la vice-présidente de la commission de femmes entrepreneurs de la FEC en charge de la commission du commerce extérieur, de l'intégration régionale et de la ZLECAF, Aline Kimputu Kabala. Cette délégation a tenu à rencontrer la chef de l'exécutif provincial, considérée comme le moteur de cet événement grâce à son leadership éclairé et avisé dans la gestion de la province pilote de la République démocratique du Congo. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka dans son bureau pour parler d'une grande activité que la Fédération des entreprises est en train d'organiser très prochainement, le 16 et le 17 avril. Qui tourne autour du corridor de Lobito. L'objectif est de faire connaître aux gens toutes les opportunités que renferme ce corridor de Lobito. D'où l'importance de rencontrer la gouverneure qui est notre hôte. C'est elle qui nous reçoit, c'est elle la vitrine et le visage de la province. Éblouie par le prouesse réalisé par la gouverneure Masuka, la délégation n'a pas caché sa satisfaction au regard du développement de la province, notamment la construction du nouveau aéroport international de Kolwezi. Agréablement surprise, on a évoqué le sujet tout à l'heure avec la gouverneure. Ma première impression quand je suis arrivée, j'ai vu que la ville était propre et en construction. C'est des choses qu'il faut faire valoir, il faut en parler. Et il faut applaudir. Pour Aline Kimputu, cette conférence est financée par le Pays-Bas avec l'appui du gouvernement provincial du Lualaba.
Terminons cette édition avec une actualité d'extrémité. Au Burundi, le gouvernement est tombé après la disparition brutale du ministre de la Communication et des Médias, Gabi Buganga. Il est décédé ce jeudi 16 avril 2026 dans un accident selon le communiqué officiel rendu public dans la matinée. Les circonstances exactes de ces drames restent à préciser. Suivez dans cet extrait l'annonce faite par les autorités burundaises. Le gouvernement de la République du Burundi a le profond regret d'annoncer la mort inopinée, d'annoncer à l'opinion nationale et internationale le décès inopiné du ministre de la Communication et des Médias, M. Gabi Buganga, survenu à l'aube de ce 16 avril 2026 à la suite d'un accident. En cette pénible circonstance, le gouvernement de la République du Burundi présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt durement éprouvé, aux membres du gouvernement, à ses collaborateurs du ministère dont il avait la charge, à tous ses proches et aux Burundais en général. Le gouvernement de la République du Burundi rend hommage à l'illustre disparu pour les qualités humaines et professionnelles qui lui ont toujours valu la confiance de sa patrie à plusieurs postes de responsabilité au service des compatriotes et de la nation. Que Dieu l'accueille dans son royaume. Les informations relatives aux cérémonies funéraires seront communiquées ultérieurement. Fait à Gitega, le 16 avril 2026, le secrétaire général de l'État, Jérôme Nyonzima. C'est par cet élément du Burundi que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de l'avoir suivi. Likez, partagez et abonnez-vous si c'est votre première fois. Rendez-vous, prochaine édition.